On va passer à peu près 1 heure ensemble pour voilà, vous donner notre retour et nos insights sur cette release. Je vais commencer par me présenter parce que la plupart d'entre vous ne me connaissent pas forcément. Je suis Emmanuel Blin, je suis en charge de la BS Unit d'intégration de solutions et en particulier responsable de la practice Salesforce chez Niji. Je prends la suite de Nicolas Perrin, que certains d'entre vous ont dû déjà croiser par le passé sur ces mêmes webinaires. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je profite de quelques instants pour vous représenter Niji, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, une entreprise qui a maintenant 24 ans d'existence, française et indépendante, basée sur de nombreux sites en France et qui s'étend de plus en plus à l'international, avec maintenant une présence en Espagne, au Maroc et également en Asie à Singapour, et qui accompagnent les entreprises dans leur transformation de l'idée à la réalité, avec, comme vous le voyez sur le slide, voilà, des compétences qui sont complémentaires. On va du conseil très en amont des projets, avec des fonctions plutôt design, ensuite des technologies pour réaliser les différents sujets, jusqu'à finalement la mise en œuvre et puis l'accompagnement dans la durée des dispositifs qui sont mis en place. Et pour faire le focus plus spécifiquement sur nos équipes Salesforce, c'est aujourd'hui plus de 140 consultants chez Niji qui œuvrent au quotidien pour les projets de nos clients et qui sont vraiment partie intégrante de l'écosystème Salesforce. On compte plus de 150 certifications au niveau de Niji, de tous ordres. Et voilà, le métier de Niji autour des solutions Salesforce, il va sur 3 plans. On intervient très en amont en conseil, en cadrage de projets de transformation autour du CRM, autour du marketing automation ou autour de solutions plus métiers qui sont adressées par Salesforce, pour accompagner nos clients du coup dans le cadrage et dans l'évaluation du ROI et l'implémentation des clouds. On intervient en vie de solution sur le support, sur la maintenance des solutions qui ont été mises en place. Et puis, on apporte une expertise multi-cloud aussi en build sur voilà, la mise en œuvre de l'ensemble des clouds Salesforce qui sont cités ici. Et j'ajouterai en premier lieu, on va beaucoup parler de ça aujourd'hui, Agentforce, puisque comme vous l'avez vu sur cette précédente, on travaille en lien étroit avec notre BU Data IA, qui nous permet d'être un acteur de premier plan sur l'implémentation d'Agentforce. Alors aujourd'hui, pour m'accompagner dans ce débrief de la Winter Release, j'ai le plaisir d'avoir une belle équipe qui m'entoure, avec, je pense, des têtes que vous connaissez pour la plupart. Et donc, vous présenteront sur les différents sujets de la release. Donc Rodolphe qui est en charge de la practice lecteur CRM, Florian sur la partie marketing digital et e-commerce, Laurent qui est notre directeur technologie et Christian sur la partie API management. Et on est accompagné aussi de 3 brillants consultants, donc Jérémy sur Core CRM, Alexis sur Commerce Cloud et Mathilde sur Data Cloud et Marketing Cloud. Pour le déroulé de la séance, donc je vous demande simplement de vérifier que votre micro est coupé parce qu'on est assez nombreux autour du pont aujourd'hui. Et n'hésitez pas surtout à nous poser vos questions directement dans le chat. On prendra un moment pour y répondre à la fin. Voilà, on veut aussi que ce soit interactif. L'idée, c'est on va vous donner beaucoup d'informations, mais on est très preneur des questions qui pourraient se poser au fur et à mesure. Et donc l'agenda est le suivant. On va commencer effectivement avec Agentforce, qui est un des points majeurs de focus de Salesforce en ce moment. Et puis on déroulera après sur la partie Core CRM. On fera un tour autour des sujets plus techniques et de MuleSoft pour finir sur la partie digital et e-commerce avec Commerce Cloud, Data Cloud et Marketing Cloud. Et pour démarrer sur Agentforce, je laisse la parole à Rodolphe. Merci Emmanuel. Effectivement, Agentforce, sur lequel Salesforce met toujours un gros focus. Et la particularité qu'on a avec Agentforce, c'est que Salesforce sort des nouveautés de façon mensuelle. Donc là, je vais vous présenter donc les principales nouveautés qui sont sorties dans les 4 derniers mois. Et donc, je vais commencer par les nouveautés qui sont sorties, qui ont été annoncées en juin dernier, avec la nouvelle version d'Agentforce qui a été nommée Agentforce 3. Et vraiment, l'annonce majeure qui a été faite lors d'Agentforce 3, c'est MCP et agent to agent. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que MCP? Donc MCP, c'est un protocole qui va standardiser la connexion entre des modèles d'IA et des sources de données extérieures. Là, en l'occurrence, dans l'écosystème Salesforce,
On a plus d'une trentaine de solutions. Donc, vous pouvez voir sur la droite des exemples de solutions qui sont interfacées de façon standard, donc qui ont un connecteur standard avec Agentforce. Donc, on a des solutions comme Genesis, comme Copado par exemple. Et donc, ça, ce sont des connecteurs qui sont disponibles sur Agent Exchange. Donc, Agent Exchange, ça marche comme sur le même principe que qu'App Exchange. Donc, on peut accéder à ces connecteurs-là, qui sont soit gratuits, soit payants, suivant les connecteurs. Donc, par exemple, Copado est gratuit et Zoom, par exemple, est payant. Donc ça, c'est pour la partie MCP. Pour la partie agent to agent, c'est la même chose. En fait, on peut avoir la possibilité maintenant d'interfacer des agents extérieurs avec Agentforce. Donc tout ça, en fait, ça nous fait dire que aujourd'hui, Agentforce, va se positionner comme le système central pour l'orchestration multi-agent, et donc non seulement au sein même de l'écosystème Salesforce, mais également pour toute l'entreprise. Une autre annonce aussi phare qui a été faite lors d'Agentforce 3, c'est Command Center. Donc Command Center, c'est vraiment un point essentiel, puisque un point majeur en fait de la mise en place de use case avec l'IA, c'est de bien pouvoir vérifier le ROI. Donc avec Command Center, on va pouvoir suivre ce qui est réalisé par l'agent, pouvoir vérifier la performance des agents, et ça permet en fait de prendre les bonnes décisions, de pouvoir affiner en fait le paramétrage des agents pour améliorer la performance et arriver au résultat attendu en termes de ROI. Donc notre avis, c'est que bah, effectivement, le ROI, c'est l'élément clé en fait qui va faire prendre la décision de partir ou pas sur de l'IA. Et donc c'était fondamental qu'il y ait ce centre de contrôle pour pouvoir bien vérifier que le ROI est au rendez-vous. Une autre évolution qu'on a côté Agentforce, c'est l'amélioration de l'expérience utilisateur, puisque avant, en fait, quand on interagissait avec l'agent, il fallait attendre plusieurs secondes que l'agent réponde. Maintenant, ça va se faire au fil de l'eau, donc on va avoir la discussion, la réponse de l'agent qui va donc s'afficher au fur et à mesure de la réponse. Donc ça va permettre quand même de gagner en fluidité et puis du coup une meilleure interaction entre l'utilisateur et l'agent. Une autre également nouveauté intéressante qui a été apportée par Salesforce sur Agentforce, c'est le fait que maintenant, avec Agentforce Employee Agent, on peut plus facilement basculer vers un agent humain, vers un conseiller humain. C'était déjà possible avant, mais maintenant, on peut le faire de façon beaucoup plus simple, avec du paramétrage dans Agentforce Builder, en ajoutant un sujet escalade. Et donc, ça, c'est une évolution qui est bienvenue pour vraiment faciliter cette bascule d'un agent IA vers un conseiller. Également, à chaque nouvelle release d'Agentforce, Euh, Salesforce propose toujours de nouveaux agents préconfigurés. Donc là, on vous a mis quelques exemples. Donc, ce qui est intéressant, qu'on voit des agents préconfigurés par industrie, comme par exemple sur médias, sur éducation, sur S-Cloud ou dans le Profit Cloud. Donc, on vous a mis les liens vers ces nouveaux agents préconfigurés. Notre avis, c'est que donc ces agents, ces préconfigurés, ont le mérite de donner des exemples de cas d'usage, mais ils sont souvent un peu trop génériques pour être appliqués stricto sensu. En fait, ça donne des idées, mais il faut quand même aller un peu plus loin que ces agents préconfigurés. Donc voilà pour ces nouveautés sur Agentforce, et puis encore plein de nouveautés qui sont à venir, puisque on a Dreamforce la semaine prochaine, euh, au cours duquel Agentforce va avoir une place centrale. Donc encore pas mal d'annonces qui vont venir la semaine prochaine. Et notamment, on le sait déjà à l'avance, que la voix sur Agentforce va être une des annonces majeures qui va être faite à Dreamforce. Donc voilà pour la partie Agentforce. Et maintenant, pour la partie Core, je passe la main à Jérémy. Merci Rodolphe. Donc oui, effectivement, je vais vous présenter les innovations pour cette release Winter pour la partie core. Ok, Manuel, si tu peux passer à la salle suivante. Oui, donc tout d'abord, le premier point, c'est le nouveau thème d'interface officiel donc, qui est généralement disponible, qui s'appelle Salesforce Lightning Design System 2.
Donc, ça permet d'avoir un look and feel un peu au goût du jour, un peu plus proche des standards. On donne une meilleure interface. Le point qui est assez intéressant, c'est qu'il va être possible de mettre à jour les composants Lightning ou les pages Visual Force qui ont déjà été développés chez vous vers ce nouveau thème. Et même pour les flows d'écran, il est possible de tester le flow avec le thème, avec un thème spécifique. Et donc ce nouveau thème-là, ça permet de s'assurer du rendu avant de mettre en production le flow. Donc pour avoir en fait une interface qui est vraiment une expérience utilisateur unifiée. Donc chez Niji, on pense que ça va être un nouveau look and feel qui peut favoriser l'adoption utilisateur. L'interface, c'est vraiment au quotidien, c'est quelque chose d'important. Mais il faut bien voir l'interface dans son ensemble, faire des tests, et notamment avec tous les composants custo pour s'assurer qu'on a vraiment une interface homogène avant vraiment d'activer cette interface en production. Du côté plus de la config maintenant, donc on a deux améliorations notables du côté de Field History Tracking. Donc, premièrement, on a une nouvelle page qui va permettre de visualiser et de modifier l'ensemble des champs qui sont suivis avec le Field History Tracking sur tous les objets. On n'a plus besoin d'aller sur Object Manager, sur les objets un par un pour faire des vérifications. Donc, ça fait vraiment un lieu centralisé, ça facilite nos tâches d'admin. Donc, c'est vraiment un plus pour les administrateurs. Et la nouveauté intéressante, c'est qu'il est désormais possible de tracer les changements sur les champs de l'objet user. Ce n'était pas le cas auparavant. Et donc, chez Niji, on pense que ça va vraiment faciliter les activités d'audit pour les admins, parce que parfois, l'objet utilisateur il est impliqué dans ces activités d'audit. Du côté de Sales Cloud, l'innovation notable, c'est donc les prévisions qui peuvent désormais se faire sur les parts de lignes d'opportunité. Donc le module prévision des ventes. Donc voilà, s'enrichit de cette fonctionnalité. Ça permet donc d'afficher des prévisions donc basées sur vraiment la contribution de collaborateurs sur un élément de ligne d'une affaire et non plus simplement sur l'affaire en général, parce qu'avant on faisait un opportunity split, donc on divisait au niveau de l'opportunité. Désormais, on peut vraiment le faire au niveau de la ligne. Sur les affaires un peu plus complexes, avec beaucoup de lignes, ça peut vraiment apporter une vision plus claire. Donc voilà, on pense que ça va permettre de favoriser encore plus l'adoption de ce module prévision, qui est vraiment un pilier sur Sales Cloud. Du côté de Service Cloud, on a un bouton de réassignation global qui a été livré. Ça permet de transférer des cases, donc via ce bouton, de les transférer autant à des files d'attente, à d'autres utilisateurs, mais également à un agent. Donc ça s'inclut dans la logique Agent Force de Salesforce que Salesforce met beaucoup en avant. Donc, le seul point qu'il faut bien sûr retenir, c'est que pour l'IA, il faut avoir le Enhance Omnichannel pour pouvoir gérer donc, le fait de transmettre à l'IA. Mais donc, il est possible aussi pour des managers de réassigner les cases à des agents de service en utilisant Agent Force comme un assistant. Donc, l'assistant va pouvoir guider le case vers des agents qui ont les compétences ou la disponibilité pour pouvoir traiter le case directement. Donc, ce bouton, il permet vraiment de s'inscrire dans la logique générale de résolution des cases. Et on pense que c'est une fonctionnalité qui était attendue par les utilisateurs de Service Cloud et qu'il va rapidement trouver sa place dans les processus globaux de Service Cloud. Du côté de Field Service maintenant, une innovation, on va dire un peu plus technique, qui peut-être peut se passer inaperçue, mais qui a quand même son importance. Ça va être le dynamic scaling pour la planification. Donc, Salesforce a levé les restrictions système pour permettre la planification de service appointment en une seule fois, même avec un grand nombre d'enregistrements. Donc, auparavant, ces opérations elles pouvaient être scindées en plusieurs batchs. Ça pouvait conduire à des conflits, ça pouvait conduire à des superpositions de traitements, des erreurs, donc du temps perdu pour les dispatchers. Et désormais, l'expérience utilisateur pour les entreprises qui ont un usage intensif de field service est vraiment améliorée, même si ce n'est pas quelque chose qui est très très visible au premier plan. Donc on pense que c'est vraiment un plus très appréciable pour les entreprises qui utilisent field service. Du côté maintenant du partage,
On a la sécurisation des enregistrements donc, qui a été améliorée par rapport à l'accès pour les utilisateurs donc externes, donc les utilisateurs qui vont être via des sites Experience Cloud. On avait auparavant un groupe de partage standard qui s'appelait rôles et subordonnés. Et dans ces rôles et subordonnés, lorsqu'on partageait ces enregistrements, les subordonnés, ça incluait également les utilisateurs extérieurs. Désormais, le groupe standard s'appellera rôle et subordonnés internes. Donc, on se limite aux utilisateurs vraiment de Salesforce, Salesforce Core. Et ces groupes donc, voilà, vont s'appliquer désormais par défaut. Le point, par contre, qu'il faut noter, c'est que les noms des anciens groupes doivent être mis à jour dans le code pour éviter les erreurs. Donc, si jamais vous aviez du code qui référençait un groupe spécifique, il faudra aller le mettre à jour. Donc, chez Nigel, on pense que c'est une sécurisation qui est nécessaire face au risque de fuite de données, notamment que ça fait beaucoup l'actualité en ce moment. Donc, c'est vraiment un changement, qui était nécessaire. Maintenant, du côté un peu plus de tout ce qui est App Builder, donc le Flow Builder continue de s'améliorer. Donc, Salesforce investit toujours dans le Flow Builder et va continuer de le faire. Ce qui est à noter pour cette release, c'est les flows d'approbation qui ont vraiment des améliorations intéressantes. Désormais, il est possible de tester et de débugger les flows d'approbation directement dans Flow Builder. Pour voilà, donc toute personne qui travaille sur des projets, donc mettant en place des flows d'approbation, on savait que c'était parfois compliqué de tester ces flows, mais désormais il est possible de s'assurer que l'approbation elle fonctionne comme prévu avant de la déployer donc directement dans le flow builder. Donc comment ça fonctionne? On a des actions qui peuvent être synchrones ou asynchrones dans l'approbation. Les actions asynchrones, elles ne seront pas déclenchées, mais on va pouvoir avoir la possibilité de définir manuellement des valeurs, donc les valeurs qui sont attendues. On peut les définir à la fois pour les étapes synchrones ou asynchrones, et on peut tester l'ensemble du flow en une fois, donc ça fait vraiment gagner du temps. Et l'autre plus très intéressant pour les flows d'approbation, c'est qu'il va être possible de les déclencher depuis un système externe. Donc, si vous avez un système externe avec des enregistrements qui ont voilà, un certain cycle de vie, ou à un certain moment, il faut une approbation déclenchée dans Salesforce, désormais, ce sera possible de le faire. Donc, ça augmente le nombre des cas d'usage possibles d'utiliser ces flows d'approbation. Donc, voilà, on pense que voilà, c'est des fonctionnalités qui étaient vraiment attendues et qui sont déjà incontournables pour la gestion des flows. Concernant les décisions, le plus, c'est qu'il est désormais possible d'utiliser l'IA générative dans des décisions. Donc, on peut prendre des décisions qui sont basées sur de la donnée complexe et non structurée, ce qui n'était pas le cas avant. Il fallait toujours manuellement indiquer très précisément des conditions basées sur des valeurs, sur des champs. Donc, par exemple, Flow Builder va analyser un courriel et va router le flow en fonction de mots-clés, du ton général qu'il y a dans le contenu. Donc, il y a de nombreux cas d'usage qui peuvent être pour améliorer les processus métiers grâce à cette fonctionnalité. Bien noter que ça nécessite l'add-on Einstein Generative IA pour pouvoir utiliser donc, cette fonctionnalité. Ce n'est pas inclus de base forcément dans une licence standard Sales Cloud, donc ça faut bien garder en tête. Donc du côté de Niji, voilà, on pense que c'est un nouveau terrain d'utilisation qui peut vraiment être prometteur, mais il faut vraiment penser au cas d'usage à développer, faire des tests vraiment poussés avant de déployer ces fonctionnalités et ne pas forcément foncer tête baissée en se disant voilà c'est de l'IA et il faut s'en servir. Il faut vraiment penser process métier, cas d'usage. Les autres points pour Flow Builder en termes d'amélioration, désormais, il est possible de déclencher un flux automatiquement lorsqu'on attache un document à un enregistrement. Donc voilà, un certain nombre de nos clients font un usage assez intensif des documents, hein. Et ça peut être intéressant de déclencher un flow lorsqu'on attache un certain document, ça correspond à un certain point dans le processus métier. Et l'autre amélioration notable, c'est qu'il est désormais possible directement dans Flow Builder de faire de la comparaison de versions. Donc, on obtient une liste des changements entre une version de base et une version comparée. C'est un fonctionnement qui est assez proche de ce qu'on peut avoir sur des solutions externes comme Gearset ou Visual Code Studio.
Désormais, ce qui est intéressant, c'est que les admins, les app builders auront cette fonctionnalité directement dans Flow Builder sans avoir besoin d'avoir recours à un système externe. Et ça, c'est vraiment un vrai plus. Donc, et ça permet vraiment de faciliter la maintenance. Donc, on pense que ça va vraiment faciliter le suivi des modifications sur les flows. On sait que parfois, il y a beaucoup de versions de flow et que c'est vraiment intéressant de pouvoir faire des comparaisons. Un dernier point, donc la visualisation d'une orchestration. Donc, il y a désormais un composant standard qui permet de visualiser les étapes d'une orchestration donc, qui s'applique à un enregistrement spécifique. Donc, l'orchestration, pour rappel rapide, c'est donc un flow qui va être multi-étape et ou multi-utilisateur. Et désormais, avec ce composant, donc un utilisateur qui va avoir une étape à faire dans une orchestration, il va pouvoir voir cette étape, il va pouvoir voir ce qu'il a à faire directement sur l'enregistrement, où l'orchestration s'applique. Il va pouvoir réaliser l'étape et ensuite passer à l'utilisateur suivant. Et si jamais il n'y a aucune étape qui est en cours, on a la possibilité de masquer le composant. Donc ça ne surcharge pas l'interface. Donc pour maximiser l'utilisation des orchestrations, c'était vraiment un composant qui était indispensable. Et donc c'est une très bonne chose que Salesforce l'ait sorti. Merci beaucoup, Jérémy. Et on va passer maintenant la parole à Laurent sur la partie technologie. Bonjour à tous. Donc je vais commencer sur la partie technologie. Je vais démarrer tout de suite avec Agentforce for Developers. Alors c'est un outil qui est à destination des développeurs hein, pour les aider à développer plus vite. Voilà, c'est un assistant de développement qui permet de générer du code. Il y a aussi des fonctionnalités d'autocomplétion qui sont assez avancées. Alors il y a quelques nouveautés là qui sont annoncées. Euh, alors, par exemple, désormais, il va y avoir un nouveau MCP serveur Salesforce qui va permettre à Agentforce for Developer de directement déployer et directement effectuer des actions dans Salesforce, voilà, comme le déploiement, comme l'exécution de tests unitaires. Donc, ça va permettre d'automatiser un certain nombre de choses. L'autre annonce importante, les modèles LLM évoluent sur Agentforce for Developer. Alors, il y a GPT-4 Mini qui est maintenant le moteur par défaut. C'est ce qui va générer du code, par exemple. Et ça cohabite avec un moteur maison Salesforce qui s'appelle SFR, qui lui fait de l'autocomplétion. Voilà. On peut noter que CodeGen n'est plus cité, donc on imagine que l'ancien moteur est déprécié. Euh, L'état aujourd'hui, c'est que alors nous, chez Niji, on utilise d'autres outils qu'Agentforce for Developer. On a testé Cursor, par exemple. Voilà, on voit que par rapport à des outils concurrents qui sont un peu plus généralistes, il y a encore un peu de retard. Mais Salesforce annonce pour Dreamforce l'évolution de cet outil qui renomme en Agentforce Vibes. Donc on a hâte de voir ce que ça donne. Hein. On vous donnera des nouvelles de Dreamforce là-dessus. Je continue avec tout ce qui est développement front-end LWC. C'est des composants qu'on développe et qu'on place dans les pages Salesforce. Alors, il y a un nouveau mode qui a été introduit, c'est le Trusted Mode. Alors, c'est un mode qui permet de contourner la sécurité Salesforce, qui a un framework qui s'appelle Lightning Web Security ou LWS en plus court, qui permet de vérifier que les composants ne sortent pas de leur cadre, qui n'interagissent pas avec le reste de l'applicatif Salesforce. Et donc, ce nouveau mode permet de bypasser cette sécurité. Il y a beaucoup de librairies aujourd'hui qui seraient intéressantes d'utiliser, mais qui ne fonctionnent pas correctement, justement à cause de ces blocages. Et donc, ça pourrait débloquer quelques cas. Voilà. Dans les exemples qu'on a eu avec des clients récemment, il y a une librairie pour faire un calendrier, par exemple, qui nécessite de modifier le code source. Donc, c'est un peu. Ça évitera de faire tout ça. Et ce qu'on en pense globalement, c'est. Oui, c'est intéressant cette fonctionnalité, mais ça reste quand même à utiliser avec parcimonie et en responsabilité et bien savoir ce qu'on fait parce que qui dit contourner une sécurité dit c'est pas anodin, donc il faut être sûr de ce qu'on fait. Je vais passer maintenant à Lightning Out 2.0. Alors, c'est le grand retour de cette fonctionnalité qui existe déjà depuis pas mal d'années. Alors, c'est une technologie qui permet
d'héberger des composants faits sur Salesforce, les héberger sur un site tiers, une plateforme externe. Donc ça peut être intéressant de faire ça, par exemple, sur des formulaires ou sur des parcours d'aide à la vente, des choses comme ça. Donc là, la nouveauté, c'est que c'est maintenant basé sur LWR. C'est une architecture qui est plus sécurisée, on va dire nativement, et qui apporte un gain de performance. Voilà, et puis il y a aussi des petits plus du style qu'on peut personnaliser plus facilement la charte graphique des composants sans avoir à modifier le composant. Voilà, on peut modifier les couleurs dynamiquement. Et puis surtout, l'authentification Salesforce, elle est simplifiée et native, ce qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Après, d'un autre côté, cette fonctionnalité, elle nécessite l'activation des third-party cookies sur le navigateur. Et je pense que c'est quand même un point noir parce qu'il y a déjà des navigateurs qui bloquent cette option par défaut, et Chrome qui va bientôt le faire dans les prochains mois. Donc, si c'est pour des sites grand public, ça limite un peu l'adoption de cette technologie. Donc, voilà, j'imagine qu'il y aura peut-être un Lightning Out 3.0 bientôt, mais voilà, je pense que il y a du mieux, mais c'est toujours pas ça. Je vais continuer avec Hyperforce. Hyperforce, c'est l'infrastructure cloud nouvelle génération de Salesforce. Enfin, je dis nouvelle, ça fait 4 ans quand même, hein. Le principe, c'est que auparavant, Salesforce avait ses propres data centers et avait ses propres machines pour héberger ses applicatifs. Voilà, depuis 4 ans, les clients, c'est sûrement le cas, c'est le cas pour tous les clients en France, hein, tous les clients ont migré sur une infrastructure AWS type cloud public. Voilà, ça permet à Salesforce de plus facilement suivre tout ce qui est conformité, réglementation, et puis ça leur apporte plus de flexibilité pour déployer de nouveaux serveurs. Donc là, tout ça pour dire que la nouveauté, c'est que dorénavant, tout ce qui est Data Cloud et Agentforce est enfin disponible sur des data centers français. Auparavant, c'était déjà en Europe, en Allemagne, mais là maintenant, on a cet hébergement possible en France. C'est une bonne nouvelle pour les clients qui ont des fortes exigences sur ces sujets-là. Je vais passer maintenant à la partie surveillance des événements ou Event Monitoring en anglais. Alors, Event Monitoring, ça fait partie de la suite d'outils Shield. Et donc, la grande nouveauté, c'est les Event Log Objects. Alors, c'est une fonctionnalité qui permet d'accéder plus facilement aux informations de log. Alors, auparavant, pour accéder aux informations de log, il fallait télécharger des journaux par API, télécharger ces fichiers de journaux par API, et ensuite les exploiter dans un fichier tiers. Maintenant, avec ces objets, on peut les requêter plus facilement avec du SOQL, hein, le langage de Salesforce. Et puis, surtout, voilà, on sera libre de faire tous les rapports qu'on veut avec CRM Analytics qui est en partie intégré avec l'Event Monitoring. Et dernière nouveauté aussi, alors toujours c'est ce qui va permettre aussi de suivre et de monitorer les agents avec Agentforce. Il y a des nouveaux attributs qui apparaissent, hein, qui vont permettre de voir vraiment l'activité des agents au travers de ce qui se passe sur la plateforme. Voilà. Voilà, on pourra voir quels codes Apex ont été appelés par tel agent, dans quelle session, etc. Donc ça permet aussi de retracer un peu l'histoire et de voir ce que font les agents. Cette notion de supervision et de transparence sur les agents, c'est hyper important. Faut quand même faire attention parce que cette fonctionnalité, elle n'est pas encore disponible en France, malheureusement, ni en Union européenne. Donc on pense que ça arrivera dans les prochains mois, mais ce n'est pas encore le cas. Je vais continuer avec le chiffrement des données. La grande nouveauté, c'est l'Encrypt Your Entire Database. Alors, c'est quelque chose que nous demandaient souvent les clients et qu'ils ne comprenaient pas forcément. Auparavant, il suffisait pas auparavant, il fallait sélectionner les champs que l'on souhaitait chiffrer un par un. Et pas mal de clients étaient surpris parce que pour eux, ça paraissait simple et il suffisait pourquoi pas juste cocher une option et tout chiffrer. Dorénavant, c'est possible. Et donc, toute cette configuration
chiffrement des données, en fait, elle devient hyper simple puisqu'il suffit de cocher une case. Bon, je simplifie un peu, hein, il y a les notions de choisir sa clé, etc. Mais disons que dans le principe, ça a été énormément facilité et c'était très attendu, ça va nous faciliter la vie sur les projets. Et surtout que cette fonctionnalité, elle a été demandée depuis 2010, hein, donc ça aura quand même mis 15 ans. Donc c'est une bonne nouvelle. Une autre fonctionnalité qui vient d'être raccrochée à l'offre Shield, c'est la détection de données sensibles ou Data Detect. Alors c'est un outil que je trouve assez puissant. Ça permet d'identifier les données sensibles dans les données Salesforce. Alors ce qu'on appelle données sensibles, c'est est-ce qu'il y a des clés API dans des zones de texte, est-ce qu'il y a des adresses email, est-ce qu'il y a des URL, est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a un RIB par exemple. Donc ça permet de détecter toutes ces données qui ne devraient pas être justement dans les données. Et, donc ça permet de les détecter et de les remonter à travers de rapports. Donc je trouve que c'est un bon début et que ça va dans le bon sens. Par contre, je trouve qu'il manque quand même quelques fonctionnalités. Par exemple, il manque selon moi une détection de mots sensibles sur base d'un dictionnaire. Voilà, on pourrait vouloir détecter des insultes, des grossièretés, des références à la religion, voilà, des choses qui ne doivent pas être dans les zones commentaires, par exemple. Il manque aussi le nettoyage automatique. Aujourd'hui, ça détecte, mais ça nettoie pas. Il faut le faire manuellement. Et puis, on pourrait aussi imaginer la détection d'injection JavaScript. On peut imaginer des données saisies dans des formulaires avec des hackers malveillants. On pourrait imaginer que ce type d'outil puisse le détecter et nettoyer automatiquement. Et enfin, je vais terminer toujours sur des sujets voilà, liés à la sécurité. Il y a les connexions API qui défraient un peu la chronique en ce moment sur Salesforce. Il y a pas mal de clients qui ont été victimes de phishing, qui se sont fait voler des données. Donc maintenant, Salesforce, hein, la préconisation, elle est beaucoup plus stricte qu'avant. C'est que maintenant, il y a une approche Zero Trust qui est prise, hein. Toutes les Connected Apps maintenant ne sont pas autorisées par défaut. Hein, vous avez dû vous en rendre compte. Donc, je vous invite, si ça n'a pas été le cas, d'auditer sans attendre, hein, les Connected Apps de votre org Salesforce. Sans quoi vous pouvez avoir des utilisateurs qui seraient bloqués. Et autre annonce aussi qui est un peu passée inaperçue, mais qui va avoir son impact, il y a la méthode login de l'API SOAP qui va être dépréciée en Winter 27. Donc c'est une méthode d'authentification qui est quand même assez utilisée, qui est parfois utilisée avec l'API SOAP, mais pas que d'ailleurs. Ça sera plus possible à partir de la Winter 27, et on voit déjà pas mal d'impact. Cette méthode, elle est très utilisée dans tout ce qui est job talent. Donc, si vous avez des job talent, il va falloir les regarder. On a vu aussi que tout ce qui est user provisioning avec Azure Active Directory, ou Entra ID, le nouveau nom, ben, ça utilise aussi cette API. On l'a vu à travers les logs chez les clients. Donc ça aussi, c'est impacté. Donc on imagine que Microsoft va peut-être corriger cette partie-là, mais ça vaut le coup de leur faire un ticket. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres impacts, hein, mais c'est à regarder au cas par cas et on peut vous aider pour ça. Merci beaucoup, Laurent. On va passer du coup sur la partie API MuleSoft avec Christian. Oui, merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc sur la partie MuleSoft, alors comme pour la partie technologie, dans MuleSoft, la grande nouveauté, c'est que maintenant vous pouvez développer vos flux MuleSoft dans n'importe quel IDE, dans l'IDE de votre choix, type curseur, à partir du moment où il supporte du MCP. Donc ça, c'est une grande liberté maintenant pour les développeurs. Ils ne sont plus obligés d'être uniquement dans Code Builder. Et puis, dans ces environnements-là, évidemment, assistés également avec de l'IA et des LLM, vous avez toute la chaîne, tout le cycle de développement qui est maintenant assisté par IA, que ce soit sur la partie design, documentation de vos API de manière beaucoup plus rapide et automatisée pour avoir des documentations complètes et cohérentes. Pareil sur la partie implémentation, vous allez pouvoir développer vos flux à partir d'un simple prompt. Alors attention sur cette partie-là,
ça marche bien sur, on va dire, des flux unitaires et qui peuvent avoir en eux-mêmes une certaine complexité. Par contre, dans un contexte où on fait intervenir du multiflux et du multiples applications MuleSoft, là, ça commence à être, on est encore un petit peu juste au début de cette partie-là et d'avoir voilà, un contexte projet ou plateforme d'échange complète et d'impacter plusieurs flux à la fois. On en est encore au début et donc là, sur ces parties-là, il faut être extrêmement vigilant. Et puis à l'intérieur de chaque flux, eh bien évidemment, très régulièrement, il y a de la transformation avec du data weave. Et là, le fait d'avoir de l'autogénération de manière assistée, ça accélère énormément le travail des développeurs. Et puis pour terminer, là c'est un peu de la nouveauté, là ça sort tout juste. Toute la partie testing qui est, on va dire, faut l'admettre quand même sur la partie MuleSoft, souvent un peu laissé de côté ou négligé de faire du test unitaire. Là, avec ces outils-là, on va pouvoir les générer de manière automatisée, ce qui va amener de la fiabilité et également améliorer la maintenance dans la durée des flux. Donc voilà, une très belle, un très beau complément qui va faciliter la vie des développeurs et améliorer la qualité sur les projets. Dans les nouveautés suivantes, par rapport à tout ce dont on a discuté, donc MuleSoft continue son rôle un peu d'enabler et puis d'organisation des échanges au sein de vos systèmes d'information avec les différentes solutions Salesforce qu'on a vues et également tout le reste du système d'information, précédemment au travers des API et maintenant avec l'arrivée des agents IA, de pouvoir les connecter et rendre le reste du système d'information accessible au travers des API et ces API pour les rendre compréhensibles et utilisables par les agents. On utilise les protocoles type MCP et donc là vous allez avoir dans la suite MuleSoft toute la boîte à outils pour implémenter ces connecteurs MCP et convertir vos API ou vos différents applications de vos systèmes d'information accessibles depuis vos agents. Ça, c'est. Alors, en termes on va dire d'accès à l'information, on pouvait éventuellement le faire simplement, peut-être uniquement via des API, mais à partir du moment où on va demander aux agents de prendre la main, d'envoyer des actions vers vos applications, on a besoin d'utiliser des interfaces au travers de type MCP pour donner aux agents le contexte d'utilisation des API et de bien contrôler la manière dont ils vont pouvoir accéder et agir sur les systèmes. C'est ce qu'on disait précédemment. Sur cette partie-là, il faut être extrêmement vigilant. Ça va demander un peu d'effort de développement pour bien tester et bien donner un contexte tout à fait complet pour que vos agents utilisent et agissent sur vos applications de manière bien maîtrisée, bien contrôlée. Et on passe encore au niveau suivant avec la partie agent to agent. Donc là encore, MuleSoft va apporter la boîte à outils pour vous permettre d'exposer vos agents cette fois vers l'externe ou vos agents entre eux de manière sécurisée, de manière compliant par rapport au protocole agent to agent qui a été créé par Google et qui va vous amener également toute la boîte à outils pour exposer ces agents ou les rendre accessibles de manière sécurisée. Et donc dernier élément sur cette partie-là et dans la boîte à outils MuleSoft, comme pour les API, donc si on peut passer au slide suivant, sur toute la partie gouvernance, en fait, vous allez avoir dans la suite MuleSoft tous les outils, que ce soit pour gérer la sécurité au niveau des accès, vérifier que les utilisateurs ou les autres agents utilisateurs de vos agents sont bien autorisés et accèdent aux données qui leur sont vraiment accessibles, de faciliter également la maintenance. Un autre
Un autre élément aussi sur la protection des données, vous allez avoir des policies, comme pour les API, mais là, cette fois appliquées sur les communications entre agents, des policies qui vont automatiquement détecter si vous avez des informations de type personnalisé, numéro de permis de conduire, numéro de sécurité sociale. Toutes ces informations vont être automatiquement détectées et peuvent être automatiquement masquées ou anonymisées pour maîtriser la sécurité de vos données dans vos échanges entre agents. Donc vous allez avoir voilà, toute la suite MuleSoft avec toutes les politiques de sécurité que vous allez pouvoir mettre en place automatiquement. Et puis, comme pour le reste, ça vous donne un point d'observation et de monitoring centralisé qui vous permet de garder la main et de maîtriser la manière dont vos informations vont être partagées et utilisées entre vos agents et éventuellement avec les agents externes. Merci beaucoup, Christian. Donc, effectivement, on va passer maintenant à un autre domaine, le domaine digital chez Salesforce, donc qui regroupe les activités e-commerce, data et marketing. Et on va commencer avec la partie Commerce Cloud. Et c'est donc Alexis qui prend la parole. Merci. Du coup, bonjour à tous à nouveau. Du coup, on va continuer à parler d'intelligence artificielle, Salesforce. C'est toujours d'actualité. Et du coup, Salesforce met à disposition cet outil qu'il faut l'imaginer comme un super collègue ou un super assistant, Merchant Agent. Et en fait, ce qu'il fait, en gros, il connaît notre site, ou vos sites par cœur. Il connaît toutes les données. Et en fait, c'est un outil auquel on peut poser des questions. Par exemple, quel est le taux de conversion de mon site? Ou on peut lui demander de nous faire un exemple d'une promotion et il va nous faire une proposition pertinente d'une promotion. Quand j'ai dit qu'il connaît bien le site, c'est que en fait, cet agent fonctionne par site. C'est-à-dire que si vous savez, par exemple, la France, la Belgique et l'Espagne, eh bien, cet agent se spécialise par site. C'est un outil que je trouve hyper utile, fort. Et la seule condition, c'est d'avoir Einstein, d'activer. Mais je pense qu'on bientôt, on y sera tous avec Einstein activé sur tous nos sites. Ensuite, oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de dire que cet outil, Merchant Agent, est disponible uniquement sur B2B et D2C. Voilà. Et du coup, la nouvelle interface de la plateforme Salesforce B2B et D2C est bien là, ce qui est une super nouvelle parce que même si Salesforce a toujours été assez fluide et intuitive, il fallait s'y connaître un peu, mais on s'y fait la main à force. Et désormais, on a cette nouvelle interface qui est beaucoup plus intuitive. On a le menu à gauche, on a tous nos composants. Et avec cette nouvelle interface, on pourra naviguer beaucoup plus facilement. Et pareil, cette version est disponible en B2B et en D2C. Et enfin, on a les tax calculation proposées par Salesforce. Et là, c'est dans le custom checkout. La release précédente, ça avait été mis en place, mais uniquement pour les managed checkout. Et désormais, c'est disponible aussi pour les custom checkout. Salesforce peut collecter les taxes aux États-Unis aussi, c'est la collecte, les paiements et même les remboursements des taxes. Ce qui est très bien, c'est que ça nous permet, quand on utilise Salesforce, de garder tous les cycles de vie dans Salesforce. Aussi, un avantage, c'est que ça évite l'intégration des systèmes tierces et potentiellement des frais supplémentaires. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Alexis. À toi Mathilde sur Data Cloud. Ouais, merci. Du coup, pour Data Cloud, alors la release, elle n'est pas aussi régulière. Data Cloud, c'est beaucoup
beaucoup plus souvent. C'est tous les mois qu'ils proposent des nouvelles fonctionnalités. Donc là, j'en ai isolé 4 sur les dernières semaines qui sont, à mon avis, très importantes. La première, du coup, c'est l'ingestion de la donnée. Donc, vous devez peut-être le savoir, Data Cloud, il bosse beaucoup pour proposer des connecteurs standards à ses clients. Donc, c'est très régulier qu'il y en a des nouvelles. Là, ils se sont surtout intéressés aux données nécessaires à Service Cloud et notamment pour les agents du coup autonomes afin qu'ils puissent utiliser des données non structurées. Donc, c'est des données qui vont être issues de sites Internet, qui vont être issues de sites comme Zendesk, mais aussi voilà, des Excel, des PowerPoint. L'idée est ici d'enrichir les agents IA dans toutes les données possibles pour qu'ils puissent répondre au mieux lors de leurs interactions avec les utilisateurs, lorsqu'il y a des pop-up de conversation qui s'affichent. Donc, très bonne fonctionnalité et appréciable pour ceux qui sont utilisateurs de Data Cloud. Ensuite, j'enchaîne sur la consommation et facturation de Data Cloud. Énorme point important lorsqu'on utilise la plateforme, c'est de savoir comment est-ce qu'on la consomme. On consomme du coup les crédits qui sont mis à notre disposition et du coup comment est-ce qu'on va être facturé de tout ça. Là, l'idée, c'est qu'ils ont mis en place du coup des tags qu'on peut mettre sur certaines actions dans Data Cloud afin d'avoir des rapports et des tableaux de bord qui ressemblent, ou en tout cas sont beaucoup plus adaptés à l'usage de chaque client. Donc, c'est les administrateurs qui font ça, qui vont du coup pouvoir mettre ces tags afin d'avoir des insights plus personnalisés. Et aussi, il y avait une petite nouveauté par rapport, on va dire, à la catégorisation des crédits de segmentation et d'activation qui sont désormais disponibles dans Data Services Consumption Card, alors qu'avant, ils étaient séparés et isolés. Donc, on va dire que c'est plus facile et en un seul clin d'œil de pouvoir analyser et comprendre sa consommation et la facturation des crédits Data Cloud. J'enchaîne du coup sur l'utilisation, donc la prévisualisation du segment avant publication. Donc ça, c'est énorme, je dirais, pour ceux qui utilisent Data Cloud. C'est-à-dire que jusqu'alors, on avait besoin d'activer son segment, de l'avoir du coup publié dans Marketing Cloud ou dans les outils qui étaient cibles des segments. Maintenant, on peut prévisualiser ça dans Data Cloud. Donc, on est à l'étape précédente de la publication, ce qui va vraiment nous permettre de pouvoir vérifier que le segment correspond aux critères qu'on avait bien définis, vérifier aussi qu'il n'y a pas des erreurs. Et donc, là, on optimise les consommations, forcément. Ça évite d'avoir des rafraîchissements pour rien dans le segment. Et c'est beaucoup plus limpide. Donc, très bonne fonctionnalité. Néanmoins, je fais une petite alerte ici. Si le segment comporte des calculatives insights, donc juste pour rappel, ça c'est quand on fait un petit SQL en amont sur un champ qui va aller calculer des données entre elles pour générer du coup un nouveau champ, et bien s'il y a cette fonctionnalité dans votre segment, ça ne va pas pouvoir être disponible. Donc on reste quand même sur une belle nouveauté, mais on est sur du standard. Et enfin, la dernière release que moi j'ai beaucoup appréciée, c'était sur activer et segmenter sur des foyers unifiés. Donc là, on est sur des use cases où on parle à des utilisateurs qui ont plusieurs comptes, comme un compte Netflix qui serait partagé parmi différents amis ou dans une même famille, ou alors un forfait téléphone, voilà, avec Bouygues Télécom qui aurait plusieurs individus dans un même foyer. Là, l'idée, c'est d'être beaucoup plus précis dans sa segmentation et l'activation de la donnée. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer un email à toutes les personnes qui vont du coup matcher avec nos critères de segmentation, on va pouvoir indiquer à Data Cloud d'envoyer l'email uniquement à la personne principale du foyer. Donc, belle nouveauté à souligner et ça va répondre à beaucoup de cas que nous, on a vu en tout cas avec nos clients. Donc, très bien. Et on enchaîne sur Marketing Cloud avec Florian. Merci Mathilde pour la transition. Avant de vous partager, et te redonner la main aussi après Mathilde, avant de vous partager les nouveautés de la Winter 26, je fais un rappel de l'environnement Marketing Cloud parce qu'il est à nouveau en pleine mutation. C'est le troisième round. Le troisième round de modification. Il y a 2 ans, on annonçait le renommage de Pardot en Marketing Cloud Account Engagement, de Datorama en Marketing Cloud Intelligence, et finalement, en fait, tous les outils market du quotidien avaient vocation à être tagués Marketing Cloud. L'an dernier, on vous annonçait que Marketing Cloud Growth et Advance arrivait. Le début du changement, d'ailleurs, le début de la bascule vers un environnement core. Et du coup, cette année, en 2026, on continue avec les évolutions.
avec des changements, mais cette fois-ci de manière un peu plus impactante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marketing cloud engagement que vous connaissez, hein, c'est le plus gros du marketing cloud, les accounts et les growth vont rester. D'ailleurs, heureusement, parce que les deux premiers, c'est quand même le plus gros des clients marketing de Salesforce, mais qu'on va aussi pouvoir basculer vers ce qu'on appelle du marketing cloud engagement plus dès la fin de l'année, juste après Dreamforce. Là, c'est un petit peu les annonces qui vont être faites pour avoir accès depuis le corps à des nouvelles fonctionnalités data et IA agentique. C'est compliqué, hein. C'est pas facile. Cette bascule, cette nouvelle vision marketing cloud, elle s'appelle marketing cloud next, comme la slide suivante. Et donc, ça avait été annoncé lors de Connection à Chicago. Vous savez, Connection, c'est un gros salon concernant les solutions Salesforce qui se tient tous les printemps. Donc, à Connection de Chicago, juste avant l'été, on a vu pas mal de captures, pas mal d'informations. Maintenant, on attend impatiemment, effectivement, la semaine prochaine. Je rejoins ce que tu disais, Laurent, sur des nouveautés, des annonces qui vont être faites à Dreamforce pour en savoir plus, surtout pour connaître l'effort de transition versus le gain réel. C'est toujours la question en marketing, quel ROI on va gagner, quelle productivité on va gagner. La promesse, elle est belle, mais à quel prix? Parce que tous ces changements, ils peuvent quand même perturber, hein, faire du marketing dans le corps. On parle quand même depuis plus de 10 ans maintenant. Enfin, tant mieux si Salesforce le matérialise enfin aujourd'hui, mais attention quand même, attention à la perception des clients, ça c'est mon avis. Quoi qu'il arrive, soyez rassurés parce que notre Exact Target, hein, je l'appelle maintenant Exact Target parce qu'il y a tellement de noms, au moins ça parle aux connaisseurs, aux puristes. Exact Target ne bougera pas, elle continuera même d'évoluer, hein, parce que je pense qu'il va profiter de toutes ces nouveautés autour de l'IA, autour des agents. Salesforce ne peut pas l'abandonner. C'est trop risqué, donc il évoluera. Mathilde, je te redonne la main. Bah en effet, avant de parler du coup des nouveautés Exact Target, moi je vais enchaîner sur Marketing Cloud Next. Donc, comme vient juste de le dire Florian, il n'y a pas de révolution avec Marketing Cloud Next. Néanmoins, c'est un outil qui se met à niveau, on va dire, actuellement sur ce qu'on connaissait déjà. Donc là, ils ont notamment publié le Content Builder Agent qui est enfin activé. Alors concrètement, c'est l'agent qui va aider les marketeurs juste avec un brief à la ChatGPT pour générer l'email, créer du texte pour un SMS, pour créer aussi un objet. C'est un vrai plus et puis c'est dans la solution aussi, donc c'est toujours appréciable d'avoir cette option. Ils ont aussi publié du coup les blocs de contenu template. Nous, on connaissait déjà ça depuis très longtemps sur Marketing Cloud Engagement. Donc, c'est pas hyper nouveau, mais en tout cas, c'est très bien que la solution se mette à niveau là-dessus. Et par contre, ce qui est un peu plus nouveau, c'est des flows personnalisables. Donc là, je parle quand même plus à des administrateurs. Donc l'idée, c'est quand même de renforcer les pouvoirs, on va dire, de Agentforce pour pouvoir mieux accompagner et aider les marketeurs lors de la création de leur campagne. J'enchaîne du coup sur les campagnes, donc WhatsApp et les push notifications. Donc là, les nouveautés sont notamment par rapport à WhatsApp sur les indicateurs. Donc on est plus sur la compréhension et l'analyse des campagnes WhatsApp. Donc jusqu'alors, on avait accès à des données de délivrabilité. C'est bien, mais c'est peu. Là, maintenant, on a vraiment un taux de clic, un taux d'ouverture sur les WhatsApp. Donc, c'est disponible dans le tableau Insight, très appréciable quand on est un marketeur qui veut savoir dans quelle direction aller. Ensuite, il y a aussi la messagerie interactive avec des WhatsApp Flow. Là, l'idée, c'est d'avoir plus d'options lorsqu'on fait de la communication. Donc, on peut partager de la localisation. Par exemple, si on veut faire une promotion d'un magasin, on peut partager directement la localisation du magasin. Il y a des boutons Call to Action. Très bien. On aime beaucoup les boutons. De toute façon, c'est ça qui fait que les gens cliquent et vont atterrir sur notre site Internet et convertir. Donc, très appréciable. Et ils ont aussi mis en avant deux nouveaux types de notifications, du coup, pour les notifications push, lorsqu'on a l'application qui est connectée à Marketing Cloud. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir, dans ces notifications, mettre des pièces jointes, utiliser des icônes Google qui n'étaient pas encore utilisées, et aussi avoir un carrousel, un peu à la mode Mango quand ils veulent sortir un nouveau catalogue. Là, l'idée, c'est pareil, c'est d'avoir des images qui défilent. Donc, très bien, c'est du bon marketing, c'est innovant, on aime bien. J'enchaîne sur l'aspect un peu plus du coup analyse. Donc là, ils ont mis en avant le fait que Agentforce va pouvoir mieux accompagner le marketeur à analyser les campagnes. Donc juste avec un prompt plutôt simple. C'est en fait Salesforce, eux, ils ont déjà créé en standard le flow qu'il n'y a plus qu'à activer. Donc, c'est pouvoir mieux avoir connaissance des campagnes, ce que ça a généré en tant que clic, ouverture, des abonnements, etc. Donc, des KPIs, on va dire, classiques, mais juste l'Agentforce va aider à mieux comprendre et puis à vulgariser en fait tous ces chiffres aussi. Donc, on apprécie cette aide.
Et enfin, c'est les administrateurs aussi qui vont pouvoir personnaliser du coup avec Flow Builder ces aides de Agentforce. Donc, ça permet d'avoir du standard délivré par Salesforce, mais aussi une fonctionnalité qu'on peut personnaliser du coup en fonction de nos cas d'usage. Donc, très bien, on apprécie. Et enfin, pour terminer sur cette partie Marketing Cloud Next, et ensuite je passe à Engagement, c'est que sur Next, on peut faire des sandbox. Donc, pour ceux qui sont un peu plus connaisseurs avec des solutions core, Sales Cloud, Service Cloud, etc., il a toujours été possible de faire des sandbox. Bah là, du coup, c'est aussi possible. Et c'est Agentforce qui aide à créer ces sandbox qui vont pouvoir permettre de faire des tests de campagne, de flow, de contenu, sans avoir à toucher à la prod. Donc, très bien d'un point de vue opérationnel. Et j'enchaîne du coup sur Marketing Cloud Engagement directement. Là, c'est des petites nouveautés, mais toujours appréciables. Donc, ils ont commencé par le renforcement du coup de l'engagement client avec WhatsApp. Donc là, l'idée, c'est que, alors il y a plusieurs nouveautés opérationnelles. Donc, ils mettent en avant les offres urgentes, de pouvoir mettre du coup un timer sur des messages WhatsApp, histoire de booster les ventes pour pouvoir mettre en avant des promotions qui ont une date limite. Ils disent aussi qu'on va pouvoir faire des messages enrichis avec des stickers. Voilà, donc c'est mieux, en tout cas visuellement. Ça peut attirer davantage l'œil, en tout cas, que du texte simple. On va pouvoir partager la localisation. Donc là, comme je vous l'avais dit pour Marketing Cloud Next, c'est la même chose. Bon, c'est plus facile pour partager la localisation et du coup de faire de la pub via WhatsApp. Et enfin, une nouveauté un peu plus admin ici, c'est qu'ils ont bossé sur les fenêtres de blocage. Donc, c'est vraiment plus simple maintenant de pouvoir dire à Marketing Cloud, n'envoie aucun WhatsApp de 23h à 7h du matin. Ça évite du coup d'envoyer des messages à des heures, on va dire, impromptues et où ça ne va pas beaucoup générer de trafic. Donc, très bien pour WhatsApp. J'enchaîne du coup sur les améliorations de Journey Builder. Là, on a plusieurs innovations. La première, c'est le tableau de bord qui a été enrichi. On est beaucoup plus dans le visuel. Donc là, c'est l'interface qui va être impactée. Donc, on a plus d'icônes, on comprend plus ce qui est en run, ce qui a été posé, bloqué, s'il y a des connexions à Salesforce. Donc, tout ça, juste avec un clin d'œil. C'est peut-être pas un wow effect, mais ça améliore quand même juste l'arrivée sur Journey Builder. Ensuite, ils ont mis à disposition du coup cette nouvelle activité qui est le MMS. Donc, c'est du SMS mais enrichi avec des images, GIF, audio, etc. C'est très bien aussi, ça permet d'avoir de multiples activités du coup disponibles. Juste attention ici aux crédits qui vont être dépensés pour le MMS parce que du coup, ça coûte plus cher que le SMS. Donc, on apprécie cette ce nouveau canal, on va dire, mais attention aux crédits, en tout cas, lorsque vous mettez à jour votre journée. Et enfin, il y a deux choses un peu plus admin ici qui ont été proposées. C'est qu'ils ont mis un bouton de rétention, on va dire, pour mettre en pause des journées. Ça évite du coup les fausses manipulations ou les mauvaises manipulations. Il y a juste un bouton de confirmation, êtes-vous sûr de vouloir mettre en pause avant de tout de suite mettre en pause. Donc, OK, pourquoi pas. Et le diagnostic simplifié, là, c'est qu'en fait, lorsqu'il y a une erreur aujourd'hui, c'était un peu compliqué de savoir, OK, ma journée ne fonctionne pas, mais à cause de quoi? Et là, ils ont vraiment mis en place un affichage URL pour pouvoir accéder à l'erreur et mieux comprendre comment optimiser et corriger notre journée. Donc, très appréciable en tant que marketeur. J'enchaîne enfin sur le SQL. Donc là, l'idée, c'est d'avoir pour ceux qui utilisent le SQL, donc pour faire des requêtes, des jointures de tables de données, des transformations de données, etc. L'idée, c'est d'avoir un vrai dashboard qui va pouvoir du coup nous dire où est-ce qu'on en est dans toutes les activités SQL et dans toutes les automations qu'on a mis en place. Si c'est à la bonne heure aussi, parce que pour mieux être efficace et pour que l'outil ne crache pas, il faut quand même bien dispatcher toutes nos activités. Donc voilà, un tableau de bord qui est très visuellement intéressant, mais aussi qui va apporter des recommandations avec un score de risque, un score de performance qui va vous être proposé. Donc assez pratique pour nos clients qui utilisent Automation Studio de manière intensive. Et je terminerai là-dessus, c'est un petit truc que moi, j'apprécie parce qu'en fait, quand on a Marketing Cloud et qu'on veut contacter le support ou alors qu'on veut accéder au Trailblazer pour avoir accès aux ressources Salesforce, à chaque fois, il fallait se reconnecter une deuxième fois pour accéder à Trailblazer. Maintenant, c'est un bouton unique en haut à droite, on fait accéder à Trailblazer et puis on est directement connecté. Donc, c'est un petit rien, mais je le trouve très efficace dans la vie de tous les jours. Voilà pour marketing.
Merci beaucoup Mathilde. On arrive à la fin de notre heure. D'abord, une petite information. Vous l'avez compris, on sera présent au Dreamforce à San Francisco. Donc, on a Florian, Laurent et Rodolphe qui seront nos envoyés spéciaux là-bas pendant quasiment une semaine pour capter effectivement toute l'innovation et puis venir nous faire un débrief exclusif qui sera le 4 novembre à 11h. Donc, vous pouvez déjà bloquer vos agendas. On vous enverra des invitations très rapidement pour ce débrief qui aura lieu sur format webinaire comme ce matin. Voilà, donc simplement pour vous partager cette information-là. Et comme vous l'avez vu, Agentforce est vraiment à l'honneur et on attend encore beaucoup de nouveautés. Donc je pense que ce sera intéressant de pouvoir faire ce débrief ensemble. Et comme on a eu beaucoup d'éléments riches, on est déjà midi 3, mais voilà, s'il y a quelques questions dans l'Assemblée, je l'ai vu le chat, je n'ai pas l'impression qu'il y en a eu au fil de l'eau, mais voilà, si l'un ou l'autre d'entre vous ont des questions, des précisions, n'hésitez pas, la parole est à vous. Il n'y a pas de questions, j'ai l'impression, ça devait être du coup très clair. Et, écoutez, merci à tous pour votre participation aujourd'hui. On était très nombreux. On espère que voilà, ça vous a plu. La session est enregistrée, donc on vous enverra le replay très prochainement pour que vous puissiez éventuellement le revoir ou partager à vos collègues. Et puis on vous souhaite voilà, une très bonne journée et à très vite du coup pour le débrief de la Dreamforce.